Hélène avait pas plus de 13 ans, enchaînée au flanc d'un chariot sous le soleil de plomb des prairies. Ses yeux sombres, emplis d'une détermination mêlée de supplique, croisèrent les siens l'espace d'une seconde. Et tout ce qu'il fallut. Ce moment allait déchirer le voile d'une terrible vérité sur une série de disparitions de jeunes filles et forcer un homme à tout risquer pour la libérer. Le soleil de juin abattait sans pitié sur les rues poussiéreuses de Saint-Boniface, étirant les ombres crues sur le visage buriné de Pierre Delacroix. À 43 ans, cet ancien procureur de la couronne avait vu assez d'injustices pour plusieurs vies. Pourtant, rien ne avait préparé à ce qu'il vit ce matin-là. Il attendait à la croisée des chemins lorsque un chariot bâché immobilisa près de lui. La toile se souleva juste assez pour laisser entrevoir le visage d'une jeune fille, aux traits autochtones marqués. Ses yeux noirs, écarquillés par la terreur, accrochèrent son regard un bref instant avant qu'une main brutale ne la tire vers elle arrière. Dès cet instant, Pierre ne put chasser cette image de son esprit tandis qu'il chevauchait vers son modeste cabinet d'avocat au centre-ville. 5 ans après avoir quitté son poste prestigieux mais épuisant au tribunal territorial pour ouvrir une petite étude privée, il traitait principalement des affaires civiles mineures et quelques dossiers bénévoles pour les communautés métisses et autochtones des environs. « Quelque chose ne va pas, Marie », dit-il à son assistante, une femme métisse qui travaillait avec lui depuis ses débuts. La fille que j'y ai vue, elle avait l'air terrifiée. Marie Tremblay acquiesça gravement. « Les trafiquants d'enfants sont de plus en plus actifs autour des réserves, répondit-elle. Les chefs de tribu sont débordés et la gendarmerie ne fait pas toujours de ces cas une priorité. Pierre passa l'après-midi à envoyer des télégrammes à ses contacts dans les forces de l'ordre. Mais sans marque distinctive sur le chariot et avec une description aussi vague, il y avait peu d'espoir. Alors que la nuit tombait sur le territoire, il se retrouva à chevaucher vers la réserve de Pine Creek, à 2 jours de route à L.A. Le poste de police tribal était un petit bâtiment sans prétention près des bureaux administratifs. À l'intérieur, l'officier Joseph Leclerc écouta le récit de Pierre avec une expression sombre. Nous avons eu 3 disparitions de jeunes filles dans les communautés environnantes rien que le mois dernier, dit Leclerc en glissant un dossier sur son bureau. Personne ne fait le lien parce qu'elles viennent de familles différentes, de régions différentes. Les croquis montraient 3 jeunes filles toutes âgées de 12 à 14 ans. Leur visage se confondait avec celui que Pierre avait vu plus tôt ce jour-là. Je crois que j'y ai vu une d'elles aujourd'hui à Saint-Boniface, dit Pierre, la voix serrée. Que fait-on à ce sujet? Le visage de Leclerc se durcit. Pas assez. Nous manquons des hommes, de fonds, et les questions de juridiction compliquent tout. Le maréchal territorial a ouvert un dossier, mais ce n'est pas une priorité. Tandis que Pierre reprenait la route vers la ville cette nuit-là, le chemin étendant sombre et vide devant lui, il prit une décision. Le système juridique auquel il avait consacré sa vie abandonnait ses filles. Si personne des autres en faisait une priorité, lui le ferait. Le lendemain matin, Pierre appela la seule personne qu'il connaissait susceptible d'avoir les contacts nécessaires, son ancien camarade des universités, Michel Renard, aujourd'hui journaliste des investigations pour Astérisque la Gazette du Territoire Astérisque. J'ai besoin de ton aide, Michel, dit Pierre après avoir expliqué sa découverte. Ces filles disparaissent et personne ne semble en soucier assez pour agir. Ça pourrait être dangereux, Pierre, avertit Michel. Si c'est un trafic organisé, ces gens n'hésiteront pas à faire taire quiconque approche de trop près. Je sais, répondit Pierre en regardant par la fenêtre de son bureau la silhouette de la ville. Mais je ne peux pas oublier ses yeux, Michel. Elle aime à regarder droit dans les yeux, comme si elle savait que j'y étais sa seule chance. Cet après-midi-là, Pierre et Michel se retrouvèrent dans une petite auberge à l'écart du centre-ville. Michel avait apporté un dossier contenant des articles qu'il collectionnait sur les disparitions de jeunes filles autochtones à travers les territoires de l'Ouest. Il y a un schéma ici, dit Michel doucement. Mais personne ne rassemble les pièces du puzzle car c'est qu'à travers de multiples juridictions, tribales, territoriales et fédérales. Le système est conçu pour laisser ces filles passer entre les mailles du filet. Pendant qu'ils discutaient, Pierre remarqua un homme à une table voisine qui semblait trop intéressé par leur conversation. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'homme détourna rapidement les yeux, paya sa note et partit.
Nous devons être prudents, dit Pierre, observant par la fenêtre l'homme monter un étalon noir, une bête magnifique semblable à celle tirant le chariot qu'il avait vu la veille. Cette nuit-là, le sommeil fuyait Pierre. Les images des yeux effrayés de la jeune fille hantaient ses pensées. Vers minuit, un messager frappa à sa porte. « C'est de la part de Leclerc, dit le jeune cavalier créé en lui tendant une note scellée. Il dit que est urgent. » Pierre brisa le sceau et lut. Il y a quelque chose que vous devez voir. Une de nos patrouilles a trouvé une cabane de mineurs abandonnée près de la frontière de la réserve. Il y avait des chaînes au mur et des vêtements des enfants au sol. Nous pensons que c'était un lieu de détention, mais ils ont déplacé les filles. Quand puis-je voir ça? Demanda Pierre, enfilant déjà ses vêtements. À la première lueur du jour. Et monsieur Delacroix, surveillez vos arrières. Celui qui est derrière tout ça a de l'argent et des relations. Ils ne voudront pas que vous interfériez. Alors que le messager éloignait au galop, Pierre remarqua un cheval et son cavalier postés de l'autre côté de la rue, à peine visible dans l'ombre. Le message était clair, il était surveillé. Mais il y avait plus de retour en arrière possible. Quelque part là-bas, des filles comme celles qu'il avait vues étaient retenues contre leur gré, et le temps pressait. Dans l'obscurité de son salon, Pierre fit une promesse solennelle à la jeune fille dont il ignorait même le nom. Il la retrouverait. Il la ramènerait chez elle. Peu importe ce qu'il en coûterait. La vieille cabane de mineurs se dressait comme un monument érodé par le vent, témoin d'une prospérité oubliée aux confins de la réserve de Pine Creek. L'écusson de la police territoriale était placardé sur la porte vermoulue lorsque Pierre immobilisa sa monture aux côtés de celle de l'officier Leclerc. Nous avons sécurisé les lieux, mais les preuves matérielles sont maigres, expliqua Leclerc en se baissant pour franchir le seuil. Ceux qui utilisaient cet endroit savaient ce qu'ils faisaient. À l'intérieur, la cabane était petite et un vide spectral. La lumière du soleil filtrait à travers les carreaux brisés, illuminant la poussière qui dansait dans l'air immobile. Dans le coin le plus reculé, des chaînes métalliques pendaient aux poutres apparentes le long du mur. Pierre sentit son estomac se nouer en approchant. Elles ont servi récemment, observa-t-il, notant l'absence de poussière sur le métal froid. Combien? Au vu de la configuration, nous pensons qu'il retenait au moins 6 filles ici, répondit Leclerc, la voix serrée par une colère contenue. Nous avons trouvé ceci sous une des palettes de couchage. Il tendit à Pierre un petit bracelet perlé au motif traditionnel. Pierre le fit tourner dans sa main, se remémorant des bijoux similaires portés par les enfants de la réserve. Des empreintes? D'autres indices? Nous cherchons le moindre détail, mais ils ont où nettoyer. Du travail de professionnel. Leclerc fit un geste vers le sol de terre battue. Ils sont partis précipitamment, cependant. Les traces de chariot à l'extérieur suggèrent plusieurs véhicules. Je pense que quelqu'un les a prévenus que nous approchions. Un jeune garçon apporta alors un message à Pierre, besoin de parler. Trouvez quelque chose. Retrouve-moi chez moi au plus vite. Michel. 1 heure plus tard, Pierre était assis dans l'appartement de Michel Renard, fixant un mur couvert de coupures de journaux, de cartes dessinées à la main et de fils reliant divers points géographiques. Je piste les disparitions de jeunes filles autochtones dans tout le sud-ouest depuis 1 an, expliqua Michel. Il y a une augmentation marquée, principalement des filles entre 11 et 15 ans. Il pointa une carte constellée des épingles. Le schéma se concentre autour de la capitale, de Saint-Boniface et de Fort-Espérance. Mais les filles viennent de réserves dispersées sur tout le territoire. Pourquoi cela ne fait-il pas la une des journaux? Demanda Pierre, sentant la colère monter. Parce que la société n'accorde pas la même valeur à toutes les vies, lâcha Michel brutalement. Et parce que ceux qui tirent les ficelles ont le bras long. Chaque fois que je approche d'une publication substantielle, mes éditeurs reçoivent des avertissements de gens puissants. Il sortit un dossier contenant des croquis. C'est là que ça devient intéressant. Ces dessins ont été réalisés lors d'un bal de charité il y a 3 mois. Pierre feuilleta les portraits de riches donateurs en tenue de soirée jusqu'à ce qu'il arrête sur une image qui lui glaça le sang. Un homme élégant, dans la 60aine, souriait à l'artiste, la main posée sur l'épaule d'un homme plus jeune que Pierre reconnut immédiatement. C'était celui qui les avait observés à l'auberge.
Qui est ce? Demanda Pierre en pointant l'homme âgé. Gauthier de Rémusat. Investisseur ferroviaire, donateur politique majeur, il possède la moitié du centre-ville. Et lui, ajouta Michel en tapotant le visage du plus jeune, est son chef de la sécurité, Jacques Mercier. Ancien cavalier, la rumeur dit qu'il a été renvoyé de L armé avec déshonneur, bien que ses dossiers soient scellés. Pierre étudia le croquis. Quel est le lien avec les disparitions? Rémusat possède une chaîne de maisons de repos exclusives à travers le territoire. Très privée, très sélecte. Mais une de mes sources affirme que ce ne sont que des façades pour quelque chose de bien plus sombre. Exploitation de mineurs, vendus comme des expériences exotiques à une clientèle fortunée. La nausée prit Pierre à la gorge. Il nous faut plus que des rumeurs pour aller voir les autorités. Eh bien là le problème. Quiconque a assez des autorités pour enquêter sur Rémusat est soit dans sa poche, soit trop effrayé pour le toucher. Il est intouchable par les voies normales. Alors que obscurité tombait, ils furent interrompus par un autre message de Leclerc, trouver une piste. Une fille est échappée d'un convoi près de la rivière Blanche. Récupérée par des éclaireurs tribaux. Elle demande homme au cheval bai qui a vu en ville. Le cœur de Pierre emballa. Et moi. Je montais mon étalon bai quand je ai croisé. Dans heure qui suivit, il galopait vers l'infirmerie de la réserve de la rivière Blanche. Le petit établissement médical était sous haute surveillance de la police tribale à leur arrivée. À l'intérieur, ils trouvèrent Leclerc parlant à voix basse avec une guérisseuse. Appelle Lise Aube, 13 ans, expliqua-t-il. Elle est déshydratée et couverte de bleu, mais physiquement, en sortira. Mentalement. Il laissa sa phrase en suspens. Puis-je lui parler, demanda Pierre. La guérisseuse hocha la tête avec réticence. Elle vous réclame. Soyez doux. Elle a traversé l'enfer. Lise Aube était allongée sur un lit de camp, paraissant impossiblement petite. Ses cheveux noirs étalaient sur l'oreiller. Lorsque Pierre entra, ses mêmes yeux effrayés qui avait hanté, agrandirent en le reconnaissant. Vous avez vu, dit-elle simplement. Du haut de votre cheval. Vous avez vu. Pierre hocha la tête, tirant un tabouret près de son lit. Oui. Je t'ai cherché, Lise. Elle étudia avec méfiance. Pourquoi? Parce que personne ne devrait subir ce que tu as vécu. Peux-tu me dire ce qui est passé? Qui t'a emmené? Histoire de Lise émergea lentement, ponctuée de longs silences et de moments où sa voix se brisait. Elle avait été abordée lors d'un rassemblement tribal par une femme lui offrant du travail en ville. Au lieu de cela, elle avait été conduite à la cabane de mineurs où 5 autres filles étaient retenues. Ils nous ont dit que nous allions servir des clients spéciaux, murmura-t-elle. Des hommes riches qui payaient cher pour des filles comme nous. Ils disaient que personne ne nous chercherait, parce que personne ne se soucie des filles indiennes. Pierre lutta pour garder un visage neutre malgré la rage qui bouillonnait en lui. As-tu vu qui donnait les ordres? Lise hocha la tête lentement. Il y avait un homme âgé qui est venu une fois. Tout le monde avait peur de lui. Il parlait comme il possédait le monde entier. Et un homme plus jeune, avec une cicatrice au cou, était toujours avec lui. Pierre lui montra les croquis du dossier de Michel. Ses mains tremblèrent lorsque elle pointa Gauthier de Rémusat et Jacques Mercier. Ces deux-là. Le vieux choisissait quelle fille irait dans quelle maison. Autre faisait du mal à celle qui essayait de fuir. Comment as-tu échappé à leur vigilance? Demanda doucement Michel. Ils nous déplaçaient vers un nouvel endroit. Le chariot est arrêté pour ravitailler en eau et le conducteur était seul. Il a oublié de bien verrouiller l'arrière. J'y ai couru jusqu'à trouver une piste. Un éclaireur a vu. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, la guérisseuse entra pour administrer un remède à base de plantes. Elle a besoin de repos, dit-elle fermement. Vous continuerez demain. Dans le couloir de l'infirmerie, Pierre, Michel et Leclerc se concertèrent à voix basse, l'air grave. Nous avons un témoin désormais, insista Pierre. Nous pouvons porter l'affaire devant le maréchal territorial.
Leclerc parut sceptique, secouant la tête avec lassitude. Rémusat a des connexions partout. Même avec le témoignage de Lise Aube, ce sera sa parole contre celle d'un homme puissant. Il nous faut plus. Les autres filles, suggéra Michel. Lise a dit qu'il les déplaçait. Si nous parvenons à localiser l'endroit. Un remue-ménage à l'autre bout du couloir interrompit leur échange. Deux hommes en uniforme officiel présentaient leurs insignes aux gardes tribaux. Derrière eux se tenait Jacques Mercier, l'homme à la cicatrice, le regard froid et scrutateur. Des agents fédéraux, siffla Leclerc entre ses dents. Mais je ne les ai pas encore appelés. Ils ne sont pas là pour nous aider, réalisa Pierre à voix haute, l'estomac noué. Ils sont là pour faire taire Lise. Passez par la porte arrière, ordonna Leclerc avec urgence, se mettant déjà en mouvement. Je vais créer une diversion. Sortez la dé ici, vite. Tandis que Leclerc approchait des hommes avec une lenteur calculée, Pierre et Michel se glissèrent de nouveau dans la chambre de Lise. La jeune fille était déjà sur le qui-vive, la peur brillant dans ses yeux sombres. Nous devons emmener en lieu sûr, expliqua Pierre rapidement. Des gens sont ici pour t'empêcher de raconter ton histoire. Quelques minutes plus tard, enveloppée dans une couverture et soutenue par les deux hommes, Lise fut précipitée par la sortie de service de l'infirmerie, là où leurs chevaux attendaient dans l'ombre. Alors que Ilès éloignait au galop, Pierre surprit un mouvement du coin de l'œil. Mercier courait dans la cour, le visage déformé par la rage. « Où allons-nous » demanda Lise d'une petite voix, assise devant Pierre sur sa selle. Pierre croisa son regard par-dessus son épaule. « Quelque part où ils ne nous trouveront pas. Un endroit où je pourrai te protéger pendant que nous trouvons comment sauver les autres. » Alors que Ilès enfonçait dans la nuit, laissant la réserve loin derrière eux, Pierre sut qu'ils avaient franchi une ligne invisible. Ils étaient désormais des fugitifs, cachant un témoin clé contre elle, un des hommes les plus puissants du territoire. Mais en sentant Lise se détendre enfin suffisamment pour endormir contre lui, il sut qu'ils avaient fait le seul choix possible. Quelque part dans l'obscurité, 5 autres jeunes filles étaient encore enchaînées, et le temps leur était compté. L'aube se leva sur la petite cabane en rondin nichée au creux d'une vallée dense et boisée, peignant la cime des épinettes d'une lumière dorée. Pierre se tenait sur le perron, une tasse de café fumant à la main, guettant le moindre mouvement sur le sentier de terre qui menait à la propriété. Ce refuge de chasse, appartenant à l'oncle de Michel, était isolé, sans ligne télégraphique, et accessible uniquement par un chemin sinueux. À l'intérieur, Lise était assise à la table de la cuisine avec Michel, mangeant lentement une assiette de bouillie de maïs. 3 jours de clandestinité avaient apporté des changements subtils chez l'adolescente. Ses yeux étaient moins hantés, bien que la méfiance restât son expression par défaut. « Des nouvelles de Leclerc » demanda Pierre en rentrant. Michel hocha la tête, le visage sombre. « Il a envoyé un messager il y a 1 heure. C'est mauvais. Les agents fédéraux qui se sont présentés à l'infirmerie étaient légitimes, mais ils travaillent avec quelqu'un au sein du service qui est à la solde de Rémusat. Ils ont émis des mandats d'arrêt contre nous, enlèvement et entrave à la justice. » Et les autres filles, demanda Lise doucement. C'est la seule bonne nouvelle. Leclerc est coordonné avec des éclaireurs de confiance de 3 polices tribales différentes. Ils ont identifié une propriété isolée, enregistrée au nom d'un des partenaires commerciaux de Rémusat. Ils pensent que c'est là que les filles ont été transférées. Pierre étudia la carte grossière que Michel avait dessinée après la description de Leclerc. Est isolé, lourdement gardé. Entrer ne sera pas facile. Et nous ne pouvons pas aller voir les autorités, ajouta Michel. Pas avec des agents corrompus dans l'équation. Lise repoussa son assiette. Je veux aider les autres filles. Ce sont mes amis. Nia a la maladie du poumon, elle est fragile. Elle a besoin de ses remèdes. Pierre l'agenouilla près de sa chaise. La meilleure façon de les aider est de rester en sécurité et d'être prête à témoigner le moment venu. Nous allons les trouver. Je te le promets. Ce soir-là, alors que Lise dormait dans la petite chambre de la cabane, Pierre et Michel finalisaient leur plan. Leclerc peut nous procurer des uniformes de la police tribale et des insignes, expliqua Michel. Avec ça, on pourrait peut-être bluffer pour entrer dans la propriété en prétendant suivre un rapport de disparition.
Et si ça ne marche pas, demanda Pierre. L'expression de Michel se durcit. Alors nous trouverons un autre moyen d'entrer. J'y ai passé ma carrière à dénoncer l'injustice derrière une presse des imprimeries. Cette fois, je dois faire plus. Un bruit à extérieur les figea tous les deux. Pierre se déplaça silencieusement vers la fenêtre, scrutant à travers une fente dans les rideaux. Au clair de lune, il distingua une silhouette se mouvant entre les arbres. Quelqu'un est là, chuchota-t-il, saisissant le fusil de chasse qu'ils avaient trouvé dans le placard. La silhouette se rapprocha. Une femme, réalisa Pierre. Puis, il la reconnut. C'est Marie, dit l'incrédule, abaissant l'arme et se dirigeant rapidement vers la porte. Son assistante se tenait sur le perron, d'épuisement gravé sur son visage. Vous n'êtes pas facile à trouver quand vous ne le voulez pas, dit-elle. Sa tentative d'humour était minée par la tension dans sa voix. Comment nous as-tu trouvé? Demanda Michel alors qu'il la faisait entrer. Leclerc a dit. Je devais venir. Ils ont saccagé ton bureau, Pierre. Ils ont pris tes dossiers, tes registres, tout. Et ils surveillent ma maison. Pierre la guida vers une chaise. Pourquoi te surveilleraient-ils? À cause de ce que j'y ai découvert, répondit Marie en sortant un document plié de sa poche. Avant que Hélène arrive, je classais les dossiers bénévoles et j'y ai remarqué quelque chose. Au cours des 3 dernières années, tu as traité des affaires pour cette famille de réserves différentes. Tout avait de jeunes filles qui ont disparu par la suite. Michel déplia le document sur la table. Il sélectionnait leurs cibles à travers le système judiciaire. C'est pire que ça, poursuivit Marie. J'y ai recoupé les dossiers. Chaque famille était impliquée dans un litige foncier ou une réclamation de droits sur elle qui a été réglée en faveur des entreprises liées au consortium de Rémusa. Pierre sentit un frisson le parcourir. Ils utilisaient les voies légales pour identifier les familles vulnérables, puis ciblaient leurs enfants en guise de représailles ou d'intimidations. Les implications étaient vertigineuses. Ce n'était pas seulement du trafic humain, c'était un effort systématique pour réduire au silence les communautés autochtones qui luttaient pour leurs terres. Il y a encore une chose, dit Marie, sa voix baissant d'un ton. J'y ai réussi à accéder à certains registres financiers de Rémusa grâce aux affaires que tu as traitées. Chaque mois, des importants paiements vont à une organisation appelée la Astérisque Fondation du patrimoine de l'Ouest Astérisque. C'est censé être pour la préservation culturelle, mais est une façade. Michel termina, examinant déjà les documents, là. Le conseil d'administration de la Fondation comprend 3 juges territoriaux, 2 représentants de l'État et il arrêta, fixant la page avec horreur. Et le maréchal adjoint du territoire. L'ampleur de la conspiration les laissa momentanément interdits. Ils ne se battaient pas simplement contre un riche criminel. Ils faisaient face à un réseau d'hommes puissants ayant la loi de leur côté. Une voix fluette brisa le silence pesant. C'est pour ça que personne ne voulait nous aider. Ils se retournèrent pour voir Lise Aube debout dans l'encadrement de la porte de la chambre. Son expression mêlait la peur à une compréhension nouvelle. Mon grand-père luttait contre une compagnie minière, dit-elle doucement. Il voulait creuser sur nos terres sacrées. Il est allé au tribunal et a gagné. Mais ensuite, des hommes sont venus chez nous et ont menacé. 1 mois plus tard, on a enlevé. Pierre approcha d'elle. Lise, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée que mon travail était lié à tout cela. Elle leva les yeux vers lui avec une force inattendue. Maintenant, vous pouvez réparer les choses. Le lendemain matin apporta un ciel dégagé et un sentiment de détermination renouvelé. Bien que la situation fût plus dangereuse qu'il ne l'avait initialement réalisé, il comprenait désormais tous les enjeux de leur combat. Nous ne pouvons pas attendre Leclerc et les renforts, décida Pierre. Chaque jour que ces filles passent en captivité est un jour de souffrance de plus. Nous devons agir maintenant. Utilisant le cheval pie de Marie, moins reconnaissable que et talon B de Pierre, ils entreprirent le voyage de 2 jours vers la région des Gorges Rouges. La propriété était située dans un canyon reculé, accessible par un unique sentier privé. Depuis une crête surplombant le domaine, ils observèrent une grande maison de maître et plusieurs dépendances,
le tout entouré d'une clôture gardée par des hommes armés. 2 gardes au portail, nota Michel, observant à travers sa longue vue. Un autre patrouille le périmètre. Est un dispositif de sécurité professionnel. Comment allons-nous entrer? Demanda Marie. Pierre étudia la configuration des lieux. Là, pointa-t-il vers un sentier d'approvisionnement qui semblait mener à un puits derrière la maison principale. Est notre meilleure chance. À elle approche du crépuscule, ils laissèrent Lise cachée dans une grotte sûre, avec pour instruction stricte de chevaucher vers le poste tribal le plus proche. Hélène était pas revenue à elle aube. Armé seulement du carnet de notes de Michel, un couteau de chasse et une détermination inébranlable, ils descendirent la crête vers le sentier. La sécurité était effectivement professionnelle, mais concentrée principalement sur l'entrée principale. En chronométrant les rondes de patrouille, ils parvinrent à se glisser au-delà de la clôture par le lit d'un ruisseau asséché et à approcher l'arrière de la propriété sans être détectés. Derrière la maison principale se dressait une écurie reconvertie, dépourvue de fenêtres. Un garde unique se tenait à l'entrée, fumant la pipe. C'est forcément là que les gardes, chuchota Pierre. Ils attendirent que le garde éloigne pour vérifier un bruit suspect, puis traversèrent rapidement le terrain découvert. Pierre atteignit la porte de l'écurie en premier, constatant qu'elle était sécurisée par un lourd cadenas. « Il faut trouver la clé, murmura-t-il. Marie, écarta doucement. « Laisse-moi faire. » Elle sortit de fines tiges de métal dissimulées dans sa chevelure. « Mon père était serrurier avant la vie dans la réserve, » expliqua-t-elle devant leurs airs surpris. Dès un geste exercé, elle manipula le mécanisme jusqu'à entendre le déclic libérateur. À l'intérieur, l'écurie avait été transformée en une série de cellules exiguës, chacune équipée d'une paillasse et d'un mobilier sommaire. 5 jeunes filles, portant toutes les traits distinctifs de diverses tribus de l'Ouest, levèrent les yeux, choqués, lorsque la porte ouvrit. « Nous sommes là pour vous aider, » dit Pierre rapidement, se dirigeant vers la première cellule. « C'est Élise qui nous envoie. » La mention de leur ami alluma une lueur d'espoir immédiate dans leur regard. Alors que Michel affairait à déverrouiller les cellules avec les clés prises sur un crochet près de la porte, Pierre remarqua une jeune fille qui semblait particulièrement faible. « Est-ce que tu es Nina » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, la respiration laborieuse. « Mon remède » chuchota-t-elle. « Ils ne me ont pas donné aujourd'hui. »« Nous devons faire vite » pressa Marie, aidant déjà une des plus jeunes à se lever. « Le garde va revenir dès qu'une minute à autre. » Il venait de libérer la dernière jeune fille lorsque la porte de l'écurie vola en éclats. Jacques Mercier se tenait dans l'encadrement, arme au poing. « Je savais que quelqu'un finirait par venir pour elle, » dit-il d'une voix glaciale. « Je ne attendais simplement pas à ce que ce soit un avocat raté et un gratte-papier. » Pierre se positionna devant les filles pour faire écran. « C'est fini, Mercier. Trop de gens sont au courant de cette opération maintenant. » Mercier éclata de rire. « Vous, avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Pensez-vous que vos preuves comptent? Les gens qui devraient en soucier sont les mêmes qui signent nos chèques. » L'impasse aurait pu finir tragiquement sans ce qui se produisit ensuite. De l'extérieur retentit le bruit inconfondable de chevaux au galop et de cris au portail principal. La distraction momentanée de Mercier fut tout ce dont Pierre avait besoin. Il bondit en avant, plaquant homme plus massif au sol. Arme glissa sur le plancher alors qu'il luttait, la formation militaire de Mercier lui donnant un avantage dangereux. « Sortez les filles !» hurla Pierre à Michel et Marie alors que les mains de Mercier se refermaient sur sa gorge. La vision de Pierre se brouillait. Il se débattait désespérément contre la force brute de son adversaire. Juste au moment où la conscience commençait à lui échapper, la pression se relâcha soudainement. Pierre aspira une grande bouffée d'air, roulant sur le côté pour voir officier Leclerc debout au-dessus du corps inerte de Mercier, une matraque en bois à la main. « Je ne pouvais pas te laisser toute la gloire, » dit Leclerc en tendant une main pour aider Pierre à se relever. « Nous avons sécurisé la maison principale. Rémusat était là. Nous avons en détention. » Dehors, la police tribale à cheval encerclait le complexe. Les 5 filles secourues étaient prises en charge par une guérisseuse,
tandis que des agents fédéraux, différents de ceux de l'infirmerie, prenaient les dépositions et collectaient les preuves. « Comment as-tu su qu'il fallait venir » demanda Pierre à Leclerc alors qu'ils observaient la scène. « Nous surveillons la propriété depuis votre départ. Quand nous avons vu une activité inhabituelle aujourd'hui, J ai fait appel à toutes les faveurs que J avait auprès des chefs tribaux de 3 territoires. Ensuite, J ai contacté un ami au ministère de l'Intérieur, quelqu'un en dehors de la sphère des influences locales qui ne pouvait pas être compromis. » Alors que l'aube se levait sur les roches rouges du canyon, Pierre regarda Gauthier de Rémusat être conduit, menotté, vers un fourgon cellulaire. Le visage du magnate des chemins de fer était un masque de fureur froide lorsque il aperçut Pierre. « Ce N est pas fini » lança Rémusat. « Vous N avez aucune idée où cela remonte. C'est bien plus haut que vous ne le pensez. » Pierre soutint son regard sans ciller. « Suffisamment haut pour que la chute fasse grand bruit quand tout écroulera, » répondit-il. Plus tard, dans un campement tribal où les jeunes filles retrouvaient enfin leur famille, Pierre trouva Lise assise aux côtés de son grand-père. Sa petite main était fermement serrée dans celle, tannée par les ans, du vieil homme. « Merci, » dit simplement l'ancien, les larmes aux yeux. « Vous avez rendu mon cœur. » Lise leva les yeux vers Pierre. « Est-ce que les méchants iront en prison? » Pierre agenouilla à sa hauteur. « Certains y sont déjà. Des autres suivront. Et le plus important, c'est qu'ils ne pourront plus jamais te faire de mal, ni à toi ni à aucune autre fille. » Alors qu'il se levait pour partir, Lise tendit le bras et pressa un objet dans sa main, son bracelet perlé. « Pour te protéger, dit-elle solennellement. Et pour que tu te souviennes. » Pierre referma ses doigts sur le bijou, sentant son poids, non pas celui des perles et du fil, mais celui de la confiance, du courage et d'une promesse tenue. « Je ne pourrai jamais oublier, » lui répondit-il avec sincérité. En éloignant, laissant Lise en sécurité parmi les siens, il savait que si ce chapitre se fermait, le grand combat pour la justice ne faisait que commencer. Astérisque 6 mois plus tard, le palais de justice territorial de Saint-Boniface vibrait de tension. La sécurité était sans précédent. La gendarmerie gardait chaque entrée et tous les visiteurs étaient fouillés avant de pénétrer dans le bâtiment. À l'intérieur de la salle des audiences principales, chaque banc était occupé alors que le procès le plus important de l'histoire du territoire, mêlant trafic humain et corruption, entrait dans sa phase finale. Pierre était assis au premier rang, derrière la table de l'accusation, le bracelet perlé visible à son poignet. À ses côtés, Michel griffonnait des notes pour ce qui allait devenir une série d'articles historiques. De l'autre côté, Marie, dont le calme habituel laissait percer une certaine nervosité, attendait l'entrée des jurés. Les mois passés avaient été un tourbillon de témoignages devant le grand jury, de collecte de preuves et de tentatives de plus en plus désespérées de la défense pour étouffer l'information. Ce qui avait commencé comme une enquête sur un trafic était transformé en une vaste investigation sur la corruption atteignant les plus hauts niveaux du pouvoir. Gauthier de Rémusat était assis au banc des accusés. Sa présence, jadis imposante, était diminuée par ses vêtements civils ternes et le poids des preuves accablantes. À ses côtés, Jacques Mercier fixait le vide, le visage impassible. Leur équipe juridique, pourtant grassement payée, semblait inhabituellement abattue lorsque le juge entra. La cour, annonça l'huissier, et un silence de mort tomba sur la foule assemblée. La juge Éléonore Martin, venue d'une juridiction voisine pour garantir l'impartialité, balaya la salle d'un regard mesuré. Avant que le jury ne rende son verdict, je tiens à reconnaître les circonstances extraordinaires de cette affaire. La Cour salue le courage des jeunes témoins qui se sont présentés, ainsi que le dévouement des hommes de loi de multiples juridictions qui ont poursuivi la justice malgré des obstacles considérables. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Pierre avant de retourner à ses notes. Le jury a atteint un verdict sur les 42 chefs des accusations. Le président du jury va maintenant lire la décision. Pierre retint son souffle tandis qu'un homme âgé se levait dans le box des jurés, dépliant un papier avec un soin méticuleux. Sur les chefs de trafic des enfants, des enlèvements et de corruption de mineurs, nous déclarons accusé, Gauthier de Rémusat, coupable. Une exhalation collective semble traverser la salle, suivie de sanglots étouffés provenant des familles assises derrière Pierre. Le président continua la litanie des charges, association de malfaiteurs, subornation de témoins,
corruption de fonctionnaires publics. Rémusat fut déclaré coupable sur toute la ligne. Jacques Mercier reçut des verdicts similaires, tout comme 3 coaccusés, y compris le maréchal corrompu qui avait hanté des entravé l'enquête. À la lecture des verdicts, Pierre sentit une main sur son épaule. Il se retourna pour voir l'officier Leclerc, désormais nommé chef de la police tribale suite à son rôle dans l'affaire, hochant la tête en reconnaissance silencieuse de ce qu'ils avaient accompli ensemble. À la sortie du tribunal, les journalistes réclamèrent des déclarations alors que Pierre, Michel et Marie émergeaient sous le soleil éclatant. L'affaire était devenue une nouvelle nationale, déclenchant des conversations trop longtemps repoussées sur l'exploitation des communautés autochtones et la corruption qui la permettait. Maître Delacroix appela un journaliste dans la foule. Qu'est-ce que ça fait d'avoir fait tomber un des hommes les plus puissants de la région? Pierre marqua une pause devant les reporters avides. Il ne s'agissait pas de faire tomber un homme. Il agissait d'élever les voix qui avaient été réduites au silence depuis trop longtemps. Les vraies héroïnes sont ces jeunes femmes qui ont trouvé le courage de témoigner malgré une pression et une peur énormes. Plus tard dans la soirée, Pierre chevaucha jusqu'au lieu de rassemblement de la réserve, où une assemblée d'un autre genre se tenait. À l'intérieur de la structure simple, des familles de plusieurs nations tribales étaient réunies pour une cérémonie de guérison honorant les survivantes et leur communauté. Lise, qui avait maintenant 14 ans et se tenait avec une confiance retrouvée, elle accueillit à l'entrée. « Tu es venu, dit-elle, son sourire sincère illuminant son visage. « Je aurais manqué ça pour rien au monde, répondit Pierre en la suivant vers la zone principale où les aînés préparaient la cérémonie. La salle était remplie de familles dont les vies avaient été changées par l'affaire. Pas seulement celles directement touchées par le réseau de trafic, mais des autres qui avaient souffert des appropriations de terres et des violations des droits sur elles orchestrées par Rémusat au fil des années. Le grand-père de Lise, Samuel, approcha de Pierre, la main tendue. « Mon peuple a un dicton. Quand l'injustice devient loi, la résistance devient un devoir. Vous nous avez montré ce que cela signifie vraiment. » La cérémonie qui suivit mêla les traditions de plusieurs nations, se concentrant sur la guérison, la restauration et l'avenir. En regardant ces communautés unir, Pierre réfléchit à tout ce qui avait changé depuis ce matin fatidique où il avait aperçu un visage effrayé dans un chariot passant. Après la cérémonie formelle, un festin communautaire remplit le lieu de conversation et un optimisme prudent. Pierre se retrouva assis avec Marie, Michel et le chef Leclerc. Le ministère a envoyé une lettre aujourd'hui, les informa Leclerc à voix basse. Ils étendent l'enquête à des opérations similaires dans les territoires voisins. Cette affaire a ouvert des portes qui étaient fermement closes auparavant. Et les litiges fonciers, demanda Marie, faisant référence au catalyseur original du ciblage de ces familles. Ils sont réexaminés par un comité spécial avec une représentation tribale, répondit Leclerc. Déjà 3 concessions minières ont été révoquées et des sites sacrés ont reçu un statut de protection. Michel posa sa fourchette. C'est un début, mais il reste tant à faire. Mon éditeur veut que je dirige une nouvelle équipe d'investigation axée exclusivement sur les questions autochtones et l'exploitation commerciale. Pierre acquiesça. Ma pratique évolue aussi. Je m'associe à un groupe de défense des droits pour fournir une représentation légale aux communautés menant des batailles similaires. Alors que la soirée touchait à sa fin, Lise approcha de leur table avec un petit paquet enveloppé dans un tissu coloré. Ma grand-mère voulait que tu aies ceci, dit-elle en le tendant à Pierre. Elle a dit, c'est pour la prochaine bataille. En déballant le tissu, il découvrit une petite bourse en cuir contenant des herbes médicinales traditionnelles et une figurine en bois sculptée représentant la force et la protection. Il y aura toujours une autre bataille, dit Samuel en les rejoignant. Mais maintenant, nous nous battons ensemble, comme des alliés le devraient. Plus tard cette nuit-là, alors que Pierre retournait vers la ville sous une voûte d'étoiles, il repensa au voyage inattendu des 6 derniers mois. Ce qui avait commencé par une rencontre fortuite avait évolué en quelque chose qui façonnerait le reste de sa carrière et de sa vie. Un cavalier approcha sur la piste et Pierre se tendit jusqu'à ce qu'il reconnaisse la silhouette de Michel au clair de lune. « Je viens d'avoir des nouvelles de mon contact au ministère, » dit son ami sans préambule. Ils ont identifié 3 autres réseaux de trafic avec des schémas similaires dans différents territoires. Ils demandent si nous accepterions de servir de consultants sur les enquêtes.
Pierre regarda le vaste paysage étendre devant lui, pensant à Lise et aux autres filles qui avaient trouvé leur voie et leur courage au milieu de circonstances inimaginables. « Dis-leur oui, répondit-il. Et dis-leur que nous amenons toute notre équipe. » 2 semaines plus tard, Pierre se tenait devant une salle remplie des avocats, de défenseurs des droits tribaux et des enquêteurs fédéraux dans la capitale. Sur le mur derrière lui, des croquis de jeunes filles disparues provenant de réserves à travers le pays servaient de rappel brutal du travail qu'il restait à accomplir. « Ce que nous avons découvert n'est pas unique, commença-t-il. Cela fait partie d'un schéma qui persiste depuis des générations. L'exploitation de ceux considérés comme sacrifiables par des gens en position de pouvoir. La seule chose unique dans notre affaire, c'est que pour une fois, le système a fonctionné comme il le devait. » Il désigna d'équipe assemblée à ses côtés, Michel avec ses compétences d'enquêteur, Marie avec ses capacités de recherche méticuleuses, et le chef Leclerc représentant une coalition de services de police tribaux. Le mode opératoire est toujours le même, poursuivit Pierre. Cibler des communautés vulnérables. Utiliser la pression légale et économique pour identifier les victimes potentielles. Exploiter la confusion juridictionnelle pour éviter de rendre des comptes. Mais maintenant, nous connaissons ces schémas, et nous avons prouvé qu'ils peuvent être brisés. Alors que la réunion se transformait en planification détaillée pour les enquêtes à venir, Pierre sortit brièvement dans le couloir, prenant un moment pour se recentrer. Il toucha le bracelet à son poignet, pensant à la promesse qu'il représentait. Un télégramme était arrivé ce matin-là de la part de Lise, astérisque, grand-mère dit de te rappeler d'écouter les histoires que les autres ont oublié d'entendre. Astérisque Pierre sourit, comprenant le sens profond de ces mots. Ce travail ne concernait pas seulement les stratégies juridiques et la collecte de preuves. Il agissait d'entendre les voix qui avaient été systématiquement réduites au silence et de assurer qu'elles ne seraient plus jamais ignorées. De retour dans l'Ouest, la vie sur les réserves pensait lentement ses plaies. Les filles sauvées de l'opération de Rémusat reconstruisaient leur vie avec le soutien de leur communauté. Certaines, comme Lise, étaient devenues elles-mêmes des porte-paroles, parlant à des autres jeunes de la sécurité et de l'importance de briser le silence autour de l'exploitation. Lors d'une petite cérémonie tenue sur la réserve un mois après le verdict, le conseil tribal honora Pierre, Michel, Marie et les officiers qui avaient porté l'affaire devant la justice. Ils reçurent des noms traditionnels, symbolisant leur acceptation en tant qu'alliés de la communauté. Lise, se tenant fièrement aux côtés de son grand-père, adressa à l'assemblée avec une sagesse dépassant ses années, ils ont essayé de nous faire taire parce qu'ils savaient que nos voix détenaient du pouvoir. Ils ont essayé de nous séparer de nos communautés parce qu'ils savaient que notre force vient de nos liens les uns avec les autres et avec notre terre. Mais ils ont échoué, car certaines chaînes ne peuvent retenir l'esprit. La réunion à la capitale terminée, Pierre se retrouva devant une carte du pays, parsemée de marqueurs indiquant des schémas suspects similaires à ce qu'ils avaient découvert. La tâche à venir était intimidante, mais ces cas ne seraient plus jamais ignorés ou rejetés comme des incidents isolés. Nous commençons demain, dit-il à l'équipe assemblée. Un cas à la fois, une communauté à la fois, jusqu'à ce que chaque chaîne soit brisée. Cette nuit-là, dans sa chambre des hôtels surplombant la ville endormie, Pierre écrivit une lettre à Lise, tenant sa promesse de la tenir informée de leurs progrès. Il décrivit les nouvelles enquêtes, et l'équipe qu'il bâtissait, les changements déjà en cours et la priorité désormais donnée à ces dossiers. En terminant sa lettre, il ajouta une dernière pensée, astérisque, tu aimes à demander une fois pourquoi avait décidé d'aider quand des autres détournaient le regard. Je n'avais pas de bonne réponse alors, mais maintenant je comprends, parfois, nos chemins croisent ceux des autres non par hasard, mais parce que nous sommes censés marcher ensemble un moment, apprenant les uns des autres et trouvant une force que nous ignorions posséder. Astérisque ton courage a enseigné le mien, et c'est un don que je ne pourrai jamais rembourser, si ce est en continuant le travail que nous avons commencé ensemble. Astérisque il scella la lettre, la plaçant à côté de la figurine en bois que la grand-mère de Lise lui avait donnée. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles batailles contre des systèmes conçus pour protéger les puissants aux dépens des vulnérables. Mais ce soir, il pouvait se reposer en sachant que, pour certaines au moins, les chaînes avaient été brisées et que des yeux qui ne contenaient autrefois que la peur brillaient maintenant d'espoir et de détermination. Dans la langue des ancêtres de Lise, il n'y a pas de traduction directe pour « adieu », seulement des phrases qui signifient « jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau » ou « je te reverrai ».
Est cette compréhension que Pierre emportait avec lui, que les fins ne sont vraiment que des débuts déguisés, et que œuvre de justice n'est pas une destination, mais un voyage entrepris ensemble, pas à pas, histoire après histoire, jusqu'à ce que tous soient libres.